Bonsoir et bienvenue sur Reflet TV. Ce soir, nous abordons deux sujets brûlants autour du Front populaire ivoirien FPI. Nous discuterons d'abord de la récente victoire d'Afin Guessan sur Dagbo Godé devant la justice ivoirienne, suivie de la création d'un nouveau courant interne démocratie et valeurs initié par Isiaka Sangaré. Et pour explorer ces questions avec moi, deux consultants, Gaël Lakba, analyste sociopolitique. Bonsoir. Bonsoir, Sidi. Et Sylvain Debailly, journaliste, analyste, consultant également. Bonsoir, Sylvain Debailly. Oui, bonsoir. Alors, passons maintenant au premier sujet de cette émission. Sylvain Debailly, comment interprétez-vous la décision de la justice ivoirienne de rejeter la demande de suspension du Congrès du Front populaire ivoirien? Non, la justice s'est prononcée. Elle a fait son travail. Elle a fait droit à une requête. On parlait d'une requête de référé, c'est-à-dire que en la matière, c'est qu'il y avait urgence pour M. Dago, qui a introduit la requête, qui demandait deux choses à la fois. La suspension du congrès prévu les 8 et 9 novembre, et puis également l'annulation de la décision du comité central de son parti. La justice a regardé le dossier et a estimé que son action était mal fondée. Je pense que pour Dago, comment on l'appelle, Godé, qui était Dagbo Godé, j'y arrive, qui est avocat de profession avant d'être politicien, devrait pouvoir analyser de façon objective cette décision. Est-ce qu'à son niveau, il n'y avait pas eu précipitation? Est-ce qu'il n'était pas un peu tenté, n'est-ce pas, d'engager une bataille farouche contre Afin Guessan alors qu'il n'avait pas tous les moyens à sa possession? Je crois que la justice vient de lui donner une réponse. Et il devrait l'accueillir avec, à mon avis, beaucoup de sagesse et beaucoup de circonspection. Maintenant, est-ce qu'il va pour autant abdiquer? Je pense qu'il a peut-être un autre arc, une autre corde à son arc. Et puis bon, les jours qui viennent nous diront, mais je pense que pour lui, le temps court. Le temps court contre lui parce que le Congrès n'est pas loin. Le congrès du 8-9 novembre, c'est, on va dire, dans un peu plus d'une semaine. Ce n'est pas loin et je le vois très mal rebondir encore. Et puis bon, peut-être que, à mon avis, il devrait rentrer dans les rangs. Bien. Alors, Gaël Lakba, une première victoire de Pascal Afin Guessan sur Pierre Dagbo Godé. Pierre, comment vous réagissez face à cette victoire? J'ai bien envie de reformuler la question, pour ne pas dire le thème du sujet. J'ai envie de dire, moi, première défaite du FPI, complètement, parce que moi, je ne vois pas le président Afin Guessan ni Maître Dagbo Godé. Je vois plutôt le FPI au-dessus de tout ça. Cette décision que le président Afi ait gagnée aujourd'hui, pour que ce soit Maître Dagbo, pour moi, de toute façon, c'est une décision qui va finir par fragiliser le FPI. C'est pour ça que je dis première défaite du FPI. Pour revenir sur les faits, souvenons-nous que Maître Dagbo était passé sur ce plateau de Reflet TV. Et lui-même, il tenait tout le temps à rappeler que la première requête qu'il avait introduite auprès de la justice n'était pas une question d'annulation du Congrès. Il demandait plutôt l'annulation des décisions du 30 mai et celle du 7 juillet 2024 qui avait été prise par le comité central. Donc c'est ce qu'il demandait à la justice dans un premier temps. Et une semaine après, il a fait une autre, il a signé une deuxième fois le FPI, là maintenant où il demandait la suspension du Congrès pour des éléments qu'il a avancés. Donc le truc, il est à deux volets. Donc ce qui est sorti, la décision qui est tombée hier, il s'agit du fait que le juge dit qu'il n'a pas la compétence de se pencher parce que pour lui, c'est une affaire interne au FPI. La question de la suspension des décisions du 30 mai et du 7 juillet. Cependant, le 31 août prochain, la justice va encore tabler sur la même question du FPI. Donc, je pense qu'ils vont aller maintenant dans le fond. Donc,
première victoire pour le président du FPI, oui, mais pour l'instant, il faut rester encore à l'écoute de la justice parce que, heureusement qu'avec cette décision, on ne voit personne remettre en cause la justice. Voilà, donc on s'en tient à cela. Déjà, j'ai envie de faire des analyses en profondeur relativement à tout ce que cela peut avoir comme répercussion sur le FPI. On aura l'occasion d'aborder ce point. Voilà, mais tout d'abord, quelle implication cette décision pourrait-elle avoir sur la tenue de l'organisation du prochain congrès du parti? Déjà, au niveau de l'organisation, il faut comprendre que ça met les organisateurs même en difficulté. Parce que vous êtes en justice, vous ne savez pas si le jour J, on va vous dire que le congrès ne doit pas avoir lieu. On a vu ça un peu avec le PDCI à un certain moment, pour une annulation, pour essayer de retrouver une autre date. C'est vrai que la direction du FPI est restée focus sur l'organisation, mais cette affaire de justice reste comme une épée de Damoclès sur la tête de tous ces responsables-là. Et c'est un peu gênant à la fois. Bien, Sylvain Debailly, est-ce que selon vous, cette victoire renforce-t-elle la légitimité de Pascal Affi-N'Guessan dans le parti malgré les contestations? Je dirais que ce qui se joue n'était pas une vraie affaire de légitimité. Tout le monde au FPI savait que en se désapparentant du RHDP, Affi risquait gros. Maintenant, pour qui penche la balance au niveau de ceux qui entretiennent la dissidence, je pense que ceux qu'on entend, manifestement, ne sont pas les plus nombreux. Et il y a là chez Affi-N'Guessan une sorte, n'est-ce pas, de victoire, et qui doit être interprété comme étant, en tout cas en ce qui concerne Affi, d'être le vrai maître à bord de son parti. Et donc, on attendra, Gaël disait tout à l'heure, ils sont depuis longtemps, la direction est focus sur l'organisation du congrès, et je pense que c'est ce congrès-là qui va vraiment déterminer les choses, et qui va orienter l'avenir du FPI. Donc, à la vérité, il n'y a pas le feu à la demeure. Il y a eu seulement des bruits de couloir qui sont entretenus par certains cadres comme les Isiaka Sangaré, comme les Dagbo Godé, etc. Mais je crois que Affi, dans cette crise-là, ne souffre pas d'une crise de légitimité parce qu'il a son monde à lui qui est toujours là et qui est aux manettes. D'ailleurs, il prend des décisions et puis elles sont appliquées, comme la suspension, sinon le virement du secrétaire général, comme la suspension de Dago Godé. Vous voyez, il a pris un certain nombre de décisions qui confortent, n'est-ce pas, sa qualité de président du parti encore. Voilà. Bien, Gaël Lakba, est-ce que cette décision pourrait-elle affecter également l'opinion, l'image publique du FPI, notamment auprès de ses militants? En effet, auprès des militants, il faut savoir qu'il serait bien d'avoir un parti uni, d'avoir un parti solide. Quel que soit ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait avoir comme interprétation, M. Dagbo Godé, l'ancien secrétaire général, M. Isiaka Sangaré, comment il s'appelle l'autre, le vice-président Diabaté Bey et tout cela. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas des petits militants de base, à la fois. On se souvient, lorsque le président Affi était opposé au président Gbagbo sur le même FPI, ceux-là ont été vraiment des soldats fidèles qui ont mené le combat. Donc ce sont quand même de gros calibres. Aujourd'hui, ils sont aussi, il ne faut pas oublier qu'ils sont élus. Ils sont élus quelque part à la suite de leur alliance avec le RHDP. Ils sont élus, donc ce n'est pas des poids-plumes. Et donc forcément, moi je pense à mon niveau que ça aura un impact négatif, voilà, dans l'opinion même, parce qu'on aurait voulu déjà que le FPI, que le président Gbagbo a laissé,
pour aller créer le PPACI. Là, à 1 an des élections en 2025, encore, on voit ce même FPI là encore avec encore une dissidence en son sein, avec deux factions qui sont opposées par la vision à la direction à donner au parti. Donc c'est tout le temps des questions de vision, de gouvernance et tout ce qui s'ensuit. Effectivement, moi je suis d'accord que ça crée forcément ce n'est pas dans le bon sens du thème pour le FPI. Bien. Le FPI en sort forcément impacté. Sylvain Debailly, quels seraient les scénarios de réconciliation ou de séparation dans cette crise interne au FPI? Très souvent, la réconciliation, s'il doit y avoir, c'est toujours autour des tests. Et puis, c'est aussi faire preuve de sagesse. Et puis, parce que les tests régissent quand même le fonctionnement, l'organisation et tout ça. Et dès lors qu'on veut s'en départir, il y a nécessairement crise. Donc, s'il doit y avoir réconciliation, c'est que ceux qui s'expriment aujourd'hui comme des dissidents devraient se soumettre à la toute-puissance des tests. Bon, je pense que en ce moment, ce n'est pas le cas. Chacun reste arc-bouté sur ses convictions, sur ses certitudes. Et puis, je ne vois pas comment M. Dago et Godé reculerait. Il est lui aussi avocat. Voilà, il tient son morceau. Il tient son morceau parce que il se croit légitime à aller dans ce sens-là. Mais à la vérité, quand on regarde, moi je dirais que ce sont simplement des agitateurs qui très souvent arrivent le temps d'une saison et puis qui disparaissent après. On l'a vu, Gaël Akpa faisait référence tout à l'heure aux courants qui ont traversé ce parti. Des affaires de courant, des affaires de dissidence. On aura l'occasion d'aborder dans la seconde partie de l'émission. Ok, on le verra tout à l'heure, mais bon, c'est un peu cela. Donc, s'il doit y avoir réconciliation, il faut que ce soit autour des tests, puisque ceux qui entretiennent la dissidence aujourd'hui étaient bien là. Ils ont participé à tous les mouvements au sein du parti, à tous les changements au sein du parti, à l'écriture même des nouveaux tests du FPI après la sortie de ce qu'on appelait les GOR. Voilà, donc ils savent bien ce que c'est. Voilà, ils savent bien ce que c'est. Et je crois que pour eux, les choses devraient s'arrêter maintenant si vraiment on veut que ce FPI-là devienne vraiment une force politique qui compte. Sinon, à l'heure actuelle, bon, je disais que ce sont des agitateurs, mais simplement pour fragiliser le parti et puis peut-être sortir après. Voilà, en parlant de fragiliser le parti, on se demande aussi que symbolise cette victoire dans le contexte des ambitions électorales de 2025. Ça permet, pour Affi N'Guessan en tout cas, de s'afficher et de s'affirmer comme le vrai patron du parti. C'est ce que ça veut dire. Et que tout ce qu'on lui reproche à la vérité n'est pas fondé. Voilà. Et que il y a lui qui donne vraiment le tempo au sein de ce parti. D'ailleurs, vous avez vu que quand il s'est retiré, ou bien quand il a rompu l'alliance avec le RHDP, on a pensé que ça allait être une implosion à grande échelle, mais bon, ça n'a pas beaucoup bougé, à part ces quelques soubresauts entretenus par quelques dissidents. Voilà. Bien. Alors, à votre avis, Gaël Akpa, est-ce que cette victoire pourrait encourager d'autres factions du FPI à se regrouper autour de Pascal Affi N'Guessan? D'autres factions? Pour l'instant, moi, j'en vois deux. Quand on dit d'autres, on peut penser à 4-5. Mais je ne pense pas parce que la plupart des cadres sont restés avec le président Affi, comme le disait tout à l'heure Sylvain. Et la seule faction en face qui est opposée au président Affi, c'est celle dont Dagbo Godé, je vais pas dire dirige, parce qu'on voit plusieurs têtes en même temps. Voilà. Donc, de toute façon, quand on voit l'ancien secrétaire général Sangaré, quand on voit l'autre Bay, quand on voit M. Dagbo, ils sont pas isolés, ils sont ensemble, c'est une équipe. La preuve, la dernière fois, lorsqu'ils ont fait
la présentation de leur courant, ils étaient tous ensemble. Donc aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Moi, je vois deux. Ceux qui sont avec Afin Guessan et ceux qui sont avec le groupe de Dagbo Godé. Voilà. Donc il n'y en aura pas. Et ils sont à couteau tiré, les deux camps. On parlait de réconciliation possible. Ça a été déjà, dans certains partis, ça s'est déjà fait. Mais le problème, c'est que moi, je suis un peu désolé qu'on se retrouve à ce niveau-là. Parce que les partis politiques sont régis par des textes. C'est comme au niveau national. La Côte d'Ivoire même est régie par la Constitution. Mais comme vous voyez souvent, certains lisent la Constitution à leur façon. C'est ce qui découle dans les partis politiques. Les textes qui sont là, qu'on lit tous de façon littérale, de façon juridique, chacun interprète à sa façon. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu trouver une solution amiable. Bien vrai qu'il y a même un comité de contrôle, bien, je ne sais pas comment ils appellent, un comité des sages. Est-ce qu'on ne parlerait pas ici du non-respect des textes au sein des partis politiques? C'est de cela qu'il parle. C'est ce que Dagbo Godé a dit. Il dit que les textes n'ont pas été respectés. Souvent, il sort des articles. Et de l'autre côté, on dit que les textes ont été respectés. Ils disent que les textes ont été respectés. C'est ce que je dis de façon littérale. Moi, je lis, vous lisez, on lit la même chose. Mais pourtant, si on doit interpréter, chacun va interpréter à sa façon. Donc, ils n'ont pas pu s'entendre à ce niveau-là jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le problème se déporte à la justice. Donc, ce qui veut dire que le même texte qu'on a lu ensemble, qu'on a écrit ensemble, on n'arrive plus à s'entendre là-dessus. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à des intérêts personnels. Voilà. C'est dû à des intérêts personnels, c'est dû à de l'ambition personnelle. Quand l'ambition prend un pas au-dessus, les textes changent dans l'esprit de chacun. Donc, en fonction du changement du texte dans l'esprit et de l'objectif qu'on se donne, finalement, on ne s'entend plus. Et puis, personne n'écoute personne. Et on se retrouve où? À l'extérieur du parti. À l'extérieur du parti, c'est où? C'est à la justice. Et c'est maintenant que la justice va venir prendre ces textes-là, les lire aussi, et puis maintenant finir par tranché. Mais une chose est sûre, à la fin, c'est le FPI qui perdra. Et c'est dommage. Est-ce que aussi cette décision de justice pourrait affecter l'influence du FPI et puis ses alliances avec d'autres partis de l'opposition, notamment avec le PPACI très bientôt? Oui, tout va dépendre des conclusions du Congrès. Parce qu'ils peuvent aller à la justice et puis la justice, finalement, décide de suspendre le Congrès. Bon, si c'est suspendu, il faut comprendre que le FPI sera vraiment en position très difficile parce qu'il aura du mal à faire des alliances avec d'autres partis. Parce que s'il n'y a pas de Congrès, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien. Ils seront suspendus et chercher à régler ce problème. Alors que l'élection présidentielle approche. Mais si la décision est bonne et qu'ils peuvent aller au Congrès, en ce moment-là, ça sera une victoire parce que ceux qui ne sont pas aujourd'hui alignés avec le président Afi iront aussi au Congrès. Voilà. Ils iront tous au Congrès. Les oppositions, il y en a dans les partis. Les oppositions, il y en a dans les débats. Donc le débat pourra se faire en interne. À la fin, il y a une vision qui va sortir, il y a un objectif qui sera donné. Et ceux qui sont aujourd'hui dans la dissidence pourront toujours rester dans ce FPI, dans leur vision, et puis avancer avec les autres. C'est comme ça. Il ne faudrait pas qu'on pense forcément que s'ils vont à la justice et que soit le président Afin Guessan gagne et qu'il continue son congrès, cela voudrait dire forcément que les autres s'en vont. Ça va dépendre d'eux. Mais sinon, ils peuvent toujours rester dans le parti. Et puis, en fonction de cela, le parti va se donner un cap. Et après... Il y a quand même une ligne de démarcation qui est nette. Il y a d'un côté des gens qui pensent qu'il faut rester avec le RHDP et de l'autre des gens qui pensent que l'alliance avec le RHDP n'a pas marché, donc ils s'en vont. C'est ça. Moi, je suis là sur la forme. Cette ligne de démarcation, je ne sais pas si elle peut changer au cours du temps. Je suis là sur la forme. C'est pour ça que je dis que si le Congrès se tient, le débat va se faire au fond. C'est dans le débat au fond là que ceux qui veulent aller à l'URHDP vont se déterminer et ceux qui veulent aller avec les autres partis de l'opposition, y compris le PPACI, vont se déterminer. Mais à la fin du congrès, on aura quelque chose de clair qui aura été arrêté, il y aura une communication claire et puis en fonction de ça, le parti va vouloir pouvoir s'engager. Bien, il y a aussi le fait que cette décision de justice pourrait affecter la préparation de la présidentielle au sein du FPI. Oh, je ne vois pas, puisque d'aucuns considèrent cela même comme un épiphénomène donc, au sein du FPI, qui est un parti responsable. Je pense que
ils ont déjà en tête ce qu'ils doivent faire pour aller à la présidentielle. Et je pense qu'ils sont en train de s'y préparer. Les affaires de justice, les affaires de crise, ça arrive à tous les partis, mais c'est toujours de garder la tête froide pour pouvoir gérer ces situations-là. Ce sont des situations que nous avons déjà vécues et Afin N'Guessan et ses hommes doivent en avoir l'expérience, eux qui ont eu à, n'est-ce pas, entretenir également une crise avec l'ancien FPI de Laurent Gbagbo, vous comprenez. Donc, depuis longtemps, il a affiché ses ambitions d'être candidat à la présidentielle. Donc, je pense bien qu'il y travaille et que ce qui est arrivé est un obstacle et qu'il convient de contourner, comme le dirait quelqu'un. Voilà. Donc, il faut contourner. Ouais. Donc, vous comprenez que cette action des dissidents qui est déjà tranchée d'une manière par la justice n'ira pas bien loin et que au FPI, ils reviendront vite aux fondamentaux. Je pense que c'est d'ailleurs le congrès qui est annoncé, c'est vraiment pour résoudre tous ces problèmes parce que on apprend toujours d'une crise et une crise, ça sert toujours à réorienter les ambitions d'un parti, à réécrire peut-être également ses textes parce que c'est très souvent, comme le dirait tout à l'heure Gaël, c'est autour des textes, autour de la mauvaise compréhension ou bien de la mauvaise interprétation des textes que naissent les crises. Voilà, quand vous dites que non, il y a eu certes le comité central, mais les décisions qui ont été prises n'ont pas été soumises à délibération, alors que de l'autre côté, on affirme bien qu'il y a eu délibération. Bon, vous comprenez, finalement, la délibération, c'est quoi? On est un peu perdu quand on suit ça, que dans un parti responsable, on ne puisse pas savoir ce que signifient les mots. Et puis, comment voyez-vous l'évolution de la crise au FPI si Dagbo Godépierre persiste dans la contestation? Non, mais il va toujours persister parce que je disais tout à l'heure qu'il y a une ligne de démarcation entre les deux tendances. Lui, Dago, il est de tendance RHDP, puis il veut que son parti, le FPI, reste dans l'alliance, alors que de l'autre côté, Afin N'Guessan se dit que l'alliance avec le RHDP n'a pas marché et que il est intéressant pour lui que le FPI soit lui-même qui ne puisse pas marcher avec le parti au pouvoir. Bien. Voilà. Donc, je ne vois pas comment il pourrait avoir une conciliation entre deux idéologies diamétralement opposées. Au sein des mêmes partis au sein politiques. du même parti. Gaël Lakba, quel défi Afin N'Guessan devra-t-il surmonter pour renforcer cette victoire sur le plan politique? Sur le plan politique, d'abord, premièrement, son premier défi, c'est de pouvoir passer cette crise-là. Voilà, c'est le premier défi. Le deuxième, c'est de pouvoir faire son congrès, le finir, et puis maintenant chercher à se rapprocher. Parce que pour l'instant, on entend des choses. Mais il faut que le FPI, aujourd'hui, là, à un an des élections, ait une position claire relativement aux autres partis qui sont en train de s'organiser. Donc, il y aura la question du rapprochement avec les autres partis, de la prise de sa place dans l'opposition, parce que pour l'instant, c'est comme si le FPI était en suicide. Il faut que le FPI puisse prendre sa position et puis avoir une stratégie de prise de pouvoir claire. Comme tout à l'heure on le disait, aujourd'hui, parce que le FPI sort d'une alliance avec le RHDP. Certains disent que le FPI n'est pas encore sorti. Vous vous souvenez quand on a posé la question à Maître Dagbo ici, s'il se reconnaissait de l'opposition du pouvoir. Il a dit lui se reconnaît en tant que parti qui travaille et collabore avec le pouvoir. Qui n'est pas de l'opposition. Qui n'est pas de l'opposition. Donc, en ce moment-là, quand bien d'autres partis veulent s'allier au RHDP, au FPI aujourd'hui, il faut que le FPI ait une ligne claire, en fait. Même le PPACI dont on parle, on dit qu'il y a déjà des approches. Je pense qu'après le congrès, la ligne sera encore plus claire. C'est ça les défis du président Afin N'Guessan. Mais une chose est sûre, j'ai cru entendre qu'en novembre, à son congrès, il serait le candidat de son parti. Et en même temps, il se rapproche du FPI, du PPACI, où on sait que le président Gbagbo est déjà le candidat du PPACI.
Là, peut-être qu'il va y avoir des arrangements pour voir comment ils vont collaborer. Mais c'est tout ça, les défis qui attendent le président Afi. Mais au-delà, il y a le défi du recensement aussi des populations. Pendant qu'ils sont en train de préparer leur congrès, j'imagine qu'ils ont un peu des difficultés aussi à ce niveau parce que les autres partis ont investi le terrain, sont en train de mobiliser la jeunesse, en train de mobiliser les populations pour le recensement des nouveaux majeurs. Et le FPI est concentré sur une affaire de justice. Vous voyez, pour l'instant, ils sont dans cette affaire de justice. On ne les sent pas trop sur le terrain. C'est pour tout cela qu'on dit que ça impacte le FPI, qu'on le veuille ou non. Mais une fois qu'ils auront fini leur congrès, ils auront une ligne droite relativement à tous ces défis que je viens d'énumérer. Bien. Sylvain Debailly, est-ce que cette victoire aussi de Pascal Affi-N'Guessan pourrait inciter Pierre Dagbo Godé à lancer, pourquoi pas, son propre mouvement politique? Oh, il y a déjà beaucoup de mouvements politiques sur l'échiquier. Un mouvement lancé par quelqu'un qui se réclame lui-même déjà du RHDP, qui dit qu'il n'est pas de l'opposition, à quoi ça servirait? Moi, je le vois plutôt... Ça servirait au RHDP peut-être? Oui, je le vois plutôt cadre du RHDP. Je pense que ce serait mieux pour lui. Adhérer au RHDP, c'est ça? Oui, d'adhérer simplement au RHDP sans vouloir créer des mouvements, parce que ces choses-là, ça ne va pas bien loin. Voilà, c'est ce que je vois. Voilà. Et puis, dernière question pour terminer. Est-ce que cette décision peut-elle influencer l'image du FPI auprès de l'opinion publique ivoirienne? Non, mais il faut voir d'où vient le FPI lui-même. Vous savez qu'il a traversé une longue crise jusqu'au retour du président Gbagbo, qui finalement, ne voulant pas s'enliser dans la crise, a dû prendre des décisions qui ont même affecté également l'audience du FPI d'Affi-N'Guessan. Vous comprenez? Donc, cette nouvelle crise avec les dissidents comme Sangaré et Dago ajoute, n'est-ce pas, à la crise qui était déjà là. Il y a que aujourd'hui, je ne sais pas comment on pourrait mesurer l'audience même de ce FPI-là, quand déjà à l'élection de 2015, je pense bien, Affi-N'Guessan avait recueilli 9% de l'électorat. S'il devait avoir une élection aujourd'hui, à combien on pourrait estimer cet électorat-là? Je crois que les crises ont cela aussi de mal. Dire à ramener, n'est-ce pas, en arrière les formations politiques. Voilà. Donc, aujourd'hui, la seule stratégie qui vaille dans ce parti, c'est de se reconstituer et de se relancer pour devenir crédible auprès de l'opinion. Maintenant, cette se reconstituer comment? En unissant ces cadres? Oui, en se réorientant, en se réinventant, parce que ce qui s'est passé, quand on a suivi un peu, ça a quand même effrité son image dans l'opinion. Un parti de gauche qui était allé s'allier. Ça soulève même la question de l'orientation, disons, l'idéologie du parti. Oui, vous voyez que les Ivoiriens ont été quelque part choqués de voir ce FPI-là s'allier au RHDP. C'était à ne rien comprendre. Maintenant, quand il a expérimenté ça et qu'il fait un comeback sur ses anciennes idées, bon, vous voyez que ça a créé un schisme. Voilà, vous voyez que ça a créé même une crise qui est pendante. Mais c'est à lui de vraiment le réaffirmer, réaffirmer avec force qu'il n'est plus apparenté au RHDP et qu'aujourd'hui, ce qui est et ce qui doit être pour son parti, c'est de s'affirmer comme un parti d'opposition, un parti de gauche. Là, ça donnerait beaucoup plus de lisibilité. Merci Sylvain Debailly. Passons maintenant au deuxième sujet, la création du courant démocratie et valeurs par Isiaka Sangaré. Mais avant la réclame publicitaire, on revient juste après pour la suite. De retour de la pub, l'ex-secrétaire général et porte-parole du FPI, Isiaka Sangaré, a lancé samedi à Abidjan son courant politique démocratie et valeurs en s'appuyant sur le règlement intérieur du parti. Déchu de ses fonctions en septembre dernier après un désaccord avec le président Pascal Affi-N'Guessan concernant la fin du partenariat avec le RHDP, Isiaka Sangaré avait annoncé la création de ce mouvement fin septembre 2024.
Gaël Akpa, qu'est-ce qui motive selon vous la création de ce courant démocratie et valeurs? Ce sont les divergences, pas d'autre chose. Ce sont les divergences dont on parlait tout à l'heure dans la première partie et ce n'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu au sein du FPI. Je disais tout à l'heure, il y a eu dans les années 90 Awa Domelo qui était opposé au président Gbagbo d'alors dans le temps secrétaire général du FPI pour une question de divergence de point de vue, de vision. Voilà, donc ce sont des choses qui arrivent au sein des partis. Ils peuvent créer leur courant. Voilà pourquoi, si vous remarquez, quand ils ont créé leur courant, jusqu'à présent, le FPI n'a jamais fait de communication pour décrier ou bien dénoncer, parce que je crois que c'est encadré même par les textes. Donc, bon, pour les partis de gauche, c'est un modèle de vitalité démocratique, ce qui peut dire qu'on peut être ensemble dans un parti politique, vu que ce n'est pas la pensée unique. Chacun peut développer des pensées, mais il faut toujours rester dans le fondamental. Voilà, le fondamental qui les lie est au-dessus, et puis à côté de cela, il y a certains courants, voilà, certaines façons de penser, certaines visions. Voilà, mais sauf que quand ça se présente chez nous en Afrique, je le dis parce que ça existe aussi sous d'autres cieux, mais chez nous en Afrique, on va tellement dans l'affrontement que finalement ça ressemble à une sorte d'adversité qui ne dit pas son nom. Voilà. Sinon, ce sont des choses qui existent souvent dans les partis politiques. Sylvain Debaye, est-ce que vous pensez que ce courant pourrait apporter une transformation réelle ou est-ce simplement un mouvement de contestation au sein du FPI? Transformation de quoi? Du parti? Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Moi, je considère que les courants, là, sont une fuite en avant. C'est une fuite en avant parce que ça entretient l'ambiguïté. Voilà. Quand on n'est plus d'accord avec une ligne, on s'en va. Je pense que c'est plus commode et c'est plus facile. Mais quand on... Parce que la posture dans laquelle il se trouve en ce moment, M. Isiaka ne dit pas clairement qu'il est un RHDP au sein du FPI, ou bien il ne dit pas clairement qu'il sort du FPI, mais il y reste et se permet de créer un courant. Bon, vous voyez que à la longue, c'est des choses qui sont de nature à créer la zizanie et à désorienter même les militants. Monsieur Isiaka, je pense que doit assumer sa position. Si c'est le RHDP qui l'intéresse, je crois que la porte de ce parti est ouverte, grandement ouverte. Il peut y adhérer librement que de rester avec le FPI et d'entretenir une sorte de confusion qu'il appelle courant. Vous voyez, cette histoire de courant, je dis que ça ne va pas bien loin parce qu'on a vu avec le PDCI, avec Adjumani qui avait créé sur les traces du feu Boigny avec certains cadres, mais quand la crise a montré toutes ses facettes, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que c'est ce groupe-là qui a adhéré au RHDP et ne jure que par le RHDP en ce moment. Donc, c'est souvent, je le répète, ce sont des fuites en avant. Ce sont des fuites en avant qui ne servent pas véritablement la cause d'un parti politique, mais qui servent des causes personnelles, des causes d'intérêt personnel. Monsieur Isiaka Sangaré a été, je crois, une fois candidat à une élection dans la commune de Cocody, qu'il regarde son score un peu et puis qu'il dise si vraiment il est légitime à entretenir un courant au sein d'un grand parti comme le FPI. Je crois que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Quand il affirme que son courant qu'il crée, démocratie et valeurs, c'est un rempart contre les prédateurs et tous ceux qui tentent de ramer à contre-courant des acquis des décennies de lutte démocratique. Bon, je ne sais pas à qui s'adresse ce passage-là. Et quand il dit que les prédateurs, bon, qui sont les prédateurs en ce moment? Les gens qui sont à Finguessan pensent plutôt que c'est les Isiaka qui sont les prédateurs. Voilà. Puisque eux, ils veulent s'aborder la ligne idéologique du parti pour le ramener dans l'escarcelle du RHDP. Voilà. Donc, je pense qu'il y a autre chose à faire.
si on ne veut pas, quand on ne veut pas, on dit non. Et puis bon, on passe à autre chose. Bien. L'objectif du courant est d'œuvrer au renforcement de la cohésion sociale et à favoriser la démocratie à l'intérieur du parti comme à l'extérieur. Il faut remettre au goût du jour le respect des valeurs cardinales qui ont fondé et continuent de régir le tout premier parti de gauche. Il faut une gouvernance ouverte, la transparence dans les échanges et les choix consentis. Le parti a besoin d'inspiration nouvelle et ce combat n'est pas un combat contre quelqu'un, mais c'est un combat pour le rétablissement d'un système. Ce sont les propos de Isiaka Sangaré. Quelle est votre analyse de ces propos? J'ai retenu le syntagme nominal cohésion sociale. Et donc, à partir de cohésion sociale, tout ce qui en découle décline dans le même sens. Et ça s'apparente à un certain discours que j'ai déjà entendu. Ça s'apparente au discours qui était tenu par les responsables du FPI lorsque ils faisaient le partenariat avec le RHDP. Ça me donne l'impression que le secrétaire général a gardé le même discours qu'il y a un an. C'est ça, non? Un an. Parce que le partenariat a duré seulement un an. Donc, ils ont gardé le même discours. Pour moi, ce discours, il était ambigu. Parce que le FPI étant un parti de gauche de par son idéologie, qui venait de sortir du CNT, avec tout ce qu'on a pu voir comme conséquence, aller s'allier au RHDP sur la base de ce discours-là, pour moi, ce n'était pas du tout la bonne chose à faire. Un an après, heureusement aujourd'hui, ils se sont rendus compte et ils veulent rompre le contrat. Mais sauf qu'il faut accepter que là, vous êtes partis manger à une table. Peut-être que ceux qui sont aujourd'hui en train de se réclamer de ce même discours, peut-être qu'ils ont pu avoir quelque chose sur la table pendant que d'autres pensent que soit ce qui est sur la table n'est pas assez suffisant pour tout le monde, il faut aller voir ailleurs. Mais pour moi, d'un point de vue, c'est un peu légitime que ceux-là ils continuent de se battre pour cela, mais qu'à cela ne tienne. Voilà. Pour moi, c'est plutôt l'unité. Je prêche plutôt pour une unité. Est-ce que le président Afi et tous les autres responsables, même peut-être voir certains membres de l'opposition qui ont été proches du FPI, peut-être essayer de faire une réconciliation rapide? Pourquoi pas un dialogue direct entre les deux factions-là pour qu'ils se retrouvent? Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on dit il y a un groupe qui veut rester au RHDP, il faut qu'il y reste officiellement, il faut qu'il parte. Il y a un autre groupe aussi avec le président Afi qui, à mon sens, moi je pense qu'après la rupture avec le RHDP, devait rester d'abord FPI, faire ses preuves, pas forcément aller dans une alliance, mais après, certains leur donnent des intentions, leur attribuent des intentions de vouloir aller directement s'allier au PPACI. Bon, tout ça, c'est à regarder, c'est à observer. Mais la substance même du FPI, là, le FPI d'origine, qu'est-ce que le FPI vaut aujourd'hui? Quel est le discours du FPI devant la jeunesse ivoirienne? Quel est le discours pour proposer des solutions? Mais j'ai l'impression qu'on voit plus le FPI dans une affaire de rapprochement. Si ce n'est pas vers le RHDP, c'est forcément vers le PPACI ou bien d'autres organisations. Est-ce que le FPI lui-même ne peut pas s'affirmer? Voilà ce que moi je vois à ce niveau-là. Il faut que le FPI lui-même s'affirme. Peut-être sur un temps, le temps de redorer son blason et puis après encore aller vers une autre formation politique. Quand vous allez là, vous n'en ressortez pas comme si vous reveniez d'un gala. Parce qu'à tous les coups, vous allez perdre. Pour un parti comme le FPI. Parce que les plus gros mangent les plus faibles, ou bien ils mangent les plus petits. C'est ce qui se passe dans les alliances. Aujourd'hui, vous allez quitter le RHDP, aller peut-être avec le PPACI. On ne sait pas comment ça va se passer encore dans 6 mois ou bien dans 1 an, quand vous allez peut-être vouloir rompre. Ou bien c'est pour aller carrément créer un nouveau parti, comme on ne connaît pas le fond de leur nouvelle collaboration. Mais à mon sens, je pense que le RHDP, le FPI, après avoir quitté le RHDP, si c'est acté, le FPI devrait pouvoir se retirer un peu d'abord,
faire ses preuves et puis redorer son blason sur l'échiquier national avant de pouvoir aller encore vers une autre alliance. Bien, Sylvain Debailly, dans cette citation, on voit une cohésion sociale, démocratie, respect des valeurs cardinales, gouvernance ouverte, transparence, inspiration nouvelle. Voilà, que vous inspire ces propos de Isaka Sangaré? Ce sont toujours les mêmes choses de ceux qui veulent partir. Quand on veut partir, on trouve toujours des mots. Sinon, peut-être des propositions pour améliorer aussi les choses au sein du parti. Oui, mais quand on veut améliorer, on crée des courants. On crée des courants pour améliorer. Les seuls courants qui vaillent, en tout cas dans les partis politiques, c'est ceux qui contribueraient à faire gagner le parti, à faire avancer un parti politique, et non pas les courants qui sont de nature à disloquer le parti. Vous comprenez? Donc, toute cette litanie-là, je pense que on est plutôt dans la justification, sinon de façon objective. Isaka Sangaré avait toujours soutenu Afin Guessan. Il savait très bien quelle était la ligne d'Afin Guessan. Donc, ce n'est pas lui aujourd'hui qui va dire que oui, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de valeur. Non, loin s'en faut. Bien. Je pense que, voilà. Alors, Gaël Akpay, comment le courant démocratie et valeurs se positionne aujourd'hui idéologiquement par rapport aux valeurs fondatrices du Front populaire ivoirien? Bon, ils avancent... Avez-vous une grande différence? Non, je ne dirais pas. Il n'y a pas assez de différence. Seulement, ils parlent de ramener certaines valeurs qu'ils ont citées. Voilà, certaines valeurs. Et puis, ils s'axent beaucoup sur la gouvernance. Voilà, ils ont parlé beaucoup de la gouvernance. On se pose beaucoup de questions. Voilà. Si on veut le retour de certaines valeurs et également la gouvernance, ce n'est pas de maintenant que datent peut-être ces problèmes. Pourquoi maintenant? Bien sûr. Il faut savoir qu'à l'approche des élections, souvent ce sont des périodes où il y a beaucoup de changements. Voilà, des personnes peuvent accepter des choses sur un mandat de 5 ans, ils peuvent accepter pendant 3 ans, et puis quand on sent que les élections approchent, les choses s'accélèrent. Voilà, donc tout dépend des ambitions des uns et des autres dans ce sens-là. Voilà, c'est ce qui peut expliquer cela. Est-ce que ce courant pourrait rassembler un nombre aussi significatif de militants, de membres, en tout cas qui restent parfois marginalisés au sein du parti? J'en doute fort. Et cela même, regardez même déjà la démarche de ce courant-là. Moi, je pense que s'il n'y avait pas de dessein inavoué derrière cette affaire, je ne pense même pas. Il y a eu la communication autour, un grand rassemblement. Bon, au nom quand vous êtes dans le même parti, quand je disais tout à l'heure, l'esprit d'avoir des courants là, ce n'est pas que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ignore un peu l'article. J'ignore un peu l'article dans les textes qui le permettent au niveau de ces partis-là. Mais ça existe. Ce sont des choses qui doivent exister. Mais aller faire une conférence ouverte, conférence de presse, communication et tout ce qui va avec, c'est que ça augure de quelque chose. Il doit y avoir un dessin derrière. Alors, avant de revenir à Sylvain Debailly, quelles sont les personnalités qui ont adhéré à ce courant? J'ai vu le secrétaire général, je vais citer celles qui sont vraiment de choses. Le secrétaire général Sangaré, il y a le vice-président Bay, il y a Dagbo Godé, et puis il y a un autre là que j'ai oublié, il y a aussi Niaoré Hachi, qu'on connaît bien, qui est de cette tendance-là. On a vu quand même un certain monde à la sortie officielle. Ils n'ont rien dit pour l'instant sur ce courant. Non, la sortie, je dis à la sortie officielle, il y avait un certain monde à la sortie. Mais comme je dis, si l'esprit n'était pas... Parce que ça augure une sorte de rupture de banc. Voilà. Pour moi, quand on fait une telle cérémonie, une telle sortie, avec des médias, la communication et tout autour, c'est comme si on dit que on a créé un petit parti dans le parti. Et comme Sylvain le disait tout à l'heure, c'est mieux en ce moment-là de partir, de quitter le navire directement. Mais ils vous diront que est-ce que c'est eux qui doivent partir? Est-ce que c'est eux qui doivent quitter? Parce qu'on se souvient, on a vu le président Afin Guessan opposé au président Gbagbo. Ça ressemble presque. Mais finalement, c'est le président Gbagbo qui est parti. Donc, il se trouve légitime
de vouloir, par exemple, garder le logo. Comme le président Afi aussi, il est le plus légitime. Parce que jusqu'à présent, il est le président. Donc, c'est une question de volonté à la fin. Beaucoup de choses vont se jouer par la décision de justice qui va sortir. Si la décision de justice déboute le camp de M. Dagbo Le Godé, 31. je pense Demain que 31, voilà, je pense qu'ils vont revoir leur stratégie. Si le président Afi voit le Congrès suspendu, ça ne sera pas bon, mais je pense que tout ça, ce n'est pas bon pour le FPI. Comme je l'ai dit à l'entame de nos propos, que ce soit le camp Afi qui gagne ou que ce soit le camp Dagbo, c'est le FPI qui paie et c'est dommage. Sylvain Debeye, est-ce que Pascal Affi-N'Guessan serait prêt à dialoguer avec ce nouveau courant qui est né au sein de son parti politique? Chose qui serait normale. Oui, mais qui devient l'initiateur de ce dialogue, puisque les deux semblent être dans une sorte de divergence totale. Qui initie ce dialogue? Je pense que si Afi en prend l'initiative, bon, il est tout à fait légitime pour lui de le faire, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Je crois que il y a une certaine volonté de tamiser et puis de régler certaines choses une fois pour toutes, parce que quand vous avez ce petit caillou dans la chaussure, tant que vous ne l'enlevez pas, il continuera toujours de vous gêner. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce qui est l'enjeu principal, c'est que nous allons à une présidentielle en 2025. Pour le FPI, c'est d'avoir un candidat et d'être à l'élection. Pour les Sangaré, c'est d'être au RHDP. Donc, est-ce que cela est encore négociable d'un côté comme de l'autre? Je crois qu'ils ont pris leur option. Seulement, ce qu'ils veulent faire, c'est chacun à son niveau, c'est de tenter de rallier à sa cause les autres militants qui semblent perdus. Voilà, c'est tout. Mais à l'heure actuelle, parler de dialogue, parler de choses, je crois qu'ils sont sourds pour le moment à ce dialogue-là. Il faut peut-être laisser le temps faire les choses comme le temps a fait les choses entre le président Gbagbo et son ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Toutefois, il y aura un impact sur l'unité des militants. Oui, absolument, parce que c'est la nature de toute crise, de s'aimer la zizanie, de s'aimer la discorde. Voilà, mais à la vérité... Finalement, ça profitera à qui? Bon, ça profitera à celui qui saura défendre sa ligne. Et ça profitera, les militants choisiront en fonction des valeurs que prend chacun. Ici, à Kassangaré, pas de valeurs de démocratie, mais chez Affi-N'Guessan, on prend aussi les mêmes valeurs, les valeurs de socialisme, de cohésion et de réconciliation. Donc, c'est la même chose, mais c'est peut-être au niveau des indécis, parce que c'est une décision qui va forcément créer des indécis. Et je disais tout à l'heure, pour qui penche la balance, parce que ceux qui sont les agitateurs actuels, est-ce qu'ils sont forcément les plus nombreux? Je crois que le Congrès sera l'instance qui va régler cette question-là. Mais pour l'instant, ce que certains observateurs craignaient n'est pas en train d'arriver, c'est-à-dire une hécatombe ou bien un bouleversement total avec un Affi-N'Guessan qui serait isolé. Pour le moment, on n'en est pas là. Je crois qu'il tient là-bas et pour le moment, je pense que son discours est bien reçu par la base. Voilà. Les Dagbo Godé. Et pour le moment, on ne dit rien pour la décision de justice. Parlons de Dagbo Godé. Oui. Mais les prochaines décisions pourraient également basculer également. Oui. Mais comme vous savez, quand on a décidé d'emprunter la voie de la justice, il faut toujours envisager aussi les rebondissements, puisque c'est ça aussi. C'est pour ça que certains disent qu'un règlement à l'amiable vaut mieux qu'un règlement par la justice, parce que la justice, on ne maîtrise pas son temps. Bien. Gaël Lakpa, est-ce que vous pensez aussi que ce mouvement, ce courant qui est né au sein du FPI pourrait être un premier pas vers une scission au sein du parti? Cela y ressemble. Effectivement, cela y ressemble, mais
Comme on le dit, comme je le disais tout à l'heure, c'est une question d'intérêt. Voilà, c'est aussi résumé, c'est une question d'intérêt. Tout à l'heure, ça m'intéressait de bien répondre à la question qui gagne. J'ai sorti le nom, c'est le RHDP qui gagne. Aussi simplement. Parce qu'une faction déjà avec le RHDP, un FPI fragilisé, bon, c'est à l'image de l'opposition, c'est le RHDP qui gagne déjà. Et puis maintenant, rappelez-moi la question, s'il vous plaît. C'est au niveau, est-ce que la naissance de ce nouveau courant est un premier pas vers une scission au sein du parti? Oui, oui, parce que tout va dépendre de la décision qui va tomber. Même sans la décision, la scission est déjà là. Elle est déjà là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, un groupe qui s'écarte, qui va organiser quelque chose en dehors de l'autre. Le groupe de M. Dagbo dit que quand ils veulent organiser des réunions au sein du siège, on ne leur attribue pas et tout ça. Bon, la scission, elle est là. C'est de fait, on le constate. Voilà. Et ce n'est pas à l'avantage du FPI. Je sais que le président Afi est un démocrate. On l'a toujours connu ainsi. Il sait dialoguer aussi. Pour moi, le dialogue peut se faire à tout moment. Il peut se faire à tout moment. Pourquoi pas même avant la décision finale, parce qu'on parle du 31, mais c'est une affaire de justice. Qui c'est le 31? On peut parler des renvois, parce que ce genre de choses existent dans la justice. On peut parler des renvois pour éléments ajoutés et tout ça. Ça peut mettre du temps, comme la décision peut vite tomber. Mais sans toutefois affecter la tenue du Congrès? Non, si par exemple il y a un renvoi, le Congrès peut se tenir. Maintenant, c'est une fois que le Congrès va se tenir, comme j'ai dit tout à l'heure, au sein du Congrès, que toutes les questions pourront être tranchées. La question qui reste aussi posée, est-ce que la faction du secrétaire général, de l'ex-secrétaire général et de Maître Dagbo, est-ce qu'ils seront même à ce Congrès-là? Voilà. Si jamais il y a Congrès, est-ce qu'ils seront là? S'ils sont là, ça sera l'occasion de pouvoir venir discuter de toutes ces questions. De la question du candidat du parti, de la question de la ligne à suivre. Faut-il continuer avec le RHDP? Faut-il s'en départir? Après cette départie, est-ce que le FPI reste seul, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, ou bien est-ce que le FPI va avec le PPACI parce qu'il y a des velléités dans ce sens-là? Donc tout ça sont des choses qui peuvent être gérées. Alors, on revient au courant. Est-ce que ce courant que vous voyez, selon vous, pourrait attirer de nouveaux sympathisants? Ça dépend de leur stratégie. Sympathisants même internes au FPI ou à d'autres partis politiques? Non, d'abord les militants qui sont indécis, parce qu'ils sont restés effectivement dans ce parti-là, c'est stratégique. Parce que s'ils sortent tout de suite, ils ne peuvent plus s'intéresser aux militants du FPI. Donc, étant dans le parti, en créant ce courant-là, c'est chercher d'abord leur première cible à avoir avec eux des militants FPI, et puis après, maintenant, chercher des sympathisants comme tous les autres partis. Débat, réaction sur la même question? Oui, mais ceux qui vont adhérer, là, la première question qu'ils vont se poser, c'est qui est Sangaré Isiaka? Est-ce que c'est un nom qui parle à la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est un nom qui parle même à la base du FPI? On adhère pour des visions, oui, non pour la vision, oui, et mais non pour les personnes. On adhère aussi selon que le leader ou bien la tête nous inspire confiance et nous inspire détermination. C'est ce que vous voulez dire alors? Quelqu'un qui est en train de s'aborder la ligne de son parti, quelle confiance peut-on lui accorder? Non. Il a beau se justifier. Bon, on sait tous que c'est Pascal Affi-N'Guessan qui a envoyé le FPI vers ce partenariat avec le RHDP. Oui, mais quand le même Affi-N'Guessan, avec qui vous avez collaboré, vous dit que ce que je vois là, ça n'augure de rien, vous revenez. Voilà, c'est ça la dynamique des partis. Des décisions peuvent paraître difficiles à prendre, mais quand elles sont prises collégialement, je crois qu'il faut s'aligner. Il ne s'agit pas de faire le petit malin et puis créer une dissidence à l'aveuglette. Est-ce que vous rejoignez ceux qui affirment que ce courant est une plateforme pour d'autres figures marginalisées au sein du Front populaire ivoirien? Oh, mais toutes les fois qu'on se sentira marginalisé, qu'on veut créer un courant, on ira s'abriter dans ce courant. Ce n'est pas objectif. Voilà. Je disais tout à l'heure que les seuls courants qui vaillent, c'est ceux qui participent de la dynamique d'un parti. Voilà, et non des courants pour semer la zizanie. Voilà. Donc, moi,
je ne vois. D'ailleurs même, je ne vois pas comment ce courant pourrait avoir longue vie au sein même de... Parce que quand le Congrès sera passé, quand peut-être Affi N'Guessan aurait été reconfirmé à la tête du FPI, je pense que la bataille va s'arrêter là. Voilà, les autres... Et peut-être même candidat en 2025, il avait dit qu'il est candidat déjà. Oui. La seule chose, c'est maintenant de juger sa capacité à tenir une élection présidentielle, et à mener campagne et à gagner. Voilà, ça c'est la question que les analystes vont regarder de près. Sinon, ce que les Sangarés font maintenant là, bon, je crois que c'est quand même un pays, voilà, analyse ça comme un épiphénomène. Ouais. Bien, épiphénomène, créer la zizanie, ce sont les propos de Sylvain Debailly. Est-ce que vous allez dans ce même sens? Et puis on se demande aussi quelle stratégie ce courant pourrait-il mettre en place pour adopter ou étendre son influence sur l'échiquier politique national? Tout dépend des moyens que ce courant se donne. Son influence, pardon. Oui, tout dépend des moyens que ce courant se donne. Tout dépend de leur vision à court, moyen et long terme. Voilà. Parce qu'effectivement, on peut créer un courant et puis avoir une courte vision. Et on peut créer aussi un courant, avoir une longue vision sur 10 ans, sur 20 ans. Donc tout dépend. Comme pour l'instant, ils n'ont pas encore décliné dans ce sens-là, on va s'en tenir à cela. Tout dépend vraiment de comment ils voient les choses. Maintenant, peut-être aussi que ce courant-là, parlé dans le sens de Sylvain, c'est juste un épiphénomène, juste pour créer des problèmes au président Affi. Si c'est dans ce sens-là, c'est qu'effectivement, ce courant ne pourra pas ratisser. Mais ce courant aussi va peser dans le choix du candidat à la présidentielle de 2025 au sein du FPI. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit que si ce courant décide de participer, parce que la décision peut tomber, le Congrès peut avoir lieu, et puis par exemple, eux, ils peuvent boycotter. S'ils boycottent, c'est fini, le président Affi s'en va. Au cas où ils viennent aux élections ils ont déjà un candidat, Dagbo Godépierre. Voilà, au cas où ils viennent aussi, ça sera un moment de peser ces dissidents-là en termes de voix face au président Affi. Qui sait? Peut-être que le président Dagbo, l'ancien vice-président Dagbo Godé peut l'emporter, ce sont des élections. Il est déjà suspendu, je ne vois même pas comment... Non, il est toujours candidat. Il est candidat du parti. Il est toujours candidat, donc il va compétir. S'il accepte de venir à la compétition, ça sera effectivement un moment de pouvoir peser. On va dire si, c'est peut-être une condition, s'il gagne ces élections du président du FPI, est-ce que vous voyez Dagbo Godépierre aller en tant que candidat à la présidentielle ivoirienne? S'il gagne, il sera obligé d'être le candidat du parti. Parce qu'aujourd'hui, le président Affi est le candidat du parti. C'est sûr de tous. Ils organisent le congrès pour aller le confirmer et pour qu'il continue d'être le président du FPI. Voilà. Mais j'invite ce courant-là à venir jouer le jeu. Faut qu'il vienne, faut pas qu'il boycotte, faut pas qu'il se mette à l'écart, parce qu'effectivement, s'il boycotte ou même se mette à l'écart, cela veut dire qu'il faut qu'il prenne la route de la sortie. Mais s'il y a congrès, faut qu'il vienne pour participer au jeu démocratique. Toutes les questions, on parlait tout à l'heure de réconciliation et tout ça, ça peut se régler dans le congrès. Merci Gaël Akpa. Nous, en tout cas, on fera de notre mieux pour inviter en tout cas les responsables de ce courant sur notre plateau dans les prochaines éditions de Entre deux News. Place maintenant au carton rouge. Voilà, nous sommes dans les cartons rouges, rubrique dans laquelle nos consultants font des coups de gueule sur des sujets qui ont trait à la vie de la nation, des sujets d'actualité. Et le premier carton rouge de cette émission, c'est avec Sylvain Debailly. Oui, merci. Mon carton rouge, c'est quand même ce qui se passe dans la gouvernance des routes en Côte d'Ivoire. J'étais ce week-end en déplacement à l'intérieur du pays, précisément dans ma région natale du Go. J'ai été écœuré par un phénomène, par ce que j'ai vu. Vous voyez, aujourd'hui, c'est vrai que notre l'État de Côte d'Ivoire a besoin de faire des infrastructures, surtout routières, pour que les produits sortent de l'arrière-pays, pour arriver à Abidjan, pour que les transports puissent être modernisés. C'est une bonne chose. Et surtout la politique des péages,
est une bonne chose. Mais cependant, c'est l'exagération, en tout cas, de mon point de vue, qui est quand même, que je ne comprends pas. Comment pouvez-vous comprendre qu'un tronçon comme celui Abidjan-Gagnoa peut avoir 3 péages? Je pense que c'est exagéré. C'est exagéré, d'autant plus que ça ne fait même pas, Gagnoa-Abidjan, ça ne fait même pas 500 km. C'est quelques 300 à 400 km. Et avoir 3 péages sur ce tronçon, ça dit quand je dis 3 péages, quand vous quittez Abidjan, vous avez le péage d'Atenguier, comprenez, et maintenant quand vous quittez l'autoroute, que vous prenez la voie qui va à Gagnoa, ou bien on va dire même Daloa, vous avez un péage qui est en construction après Tia-Salé et un autre en construction avant Lakota, comprenez. Quand ces péages seront achevés et qu'ils vont rentrer en fonction, c'est dire qu'aujourd'hui, Gagnoa, où l'on paye en ce moment 5 000 francs comme transport, on va encore assister à une nouvelle augmentation des tarifs. C'est vraiment là mon inquiétude et je pense que le seul péage d'Atenguier suffisait quand même suffit, ça suffit. On n'a pas besoin de 3 péages sur un tronçon de 300 à 400 km. Mais il faut réduire les péages. Il faut réduire les péages. Merci Sylvain Debailly. Gaël Akpa, réaction sur ce carton rouge. Bon, c'est une question de gouvernance. Je pense que ces péages en construction semblent surprendre plus d'un, mais c'est quelque chose qui est inscrit dans les projets du gouvernement, je pense, depuis près de 5 ans maintenant. On a le nombre total des péages sur l'étendue du territoire national. Je pense que c'est une quarantaine, bien combien comme ça. Mais pour l'instant, vous voyez qu'on a certains qu'on voit, peut-être si on compte, on a 7 ou 10 comme ça, mais quand on vous parle d'une affaire de quarantaine à cinquantaine, c'est dit qu'il y en a encore qui vont venir. Donc ça en fait partie de ce que malheureusement mon frère Sylvain a vu sur sa route. Mais tout ça, ce sont les éléments du développement parce que on se plaint, parce que Gagnoa aussi n'est pas joli à voir en termes de voirie. Je connais bien, il n'y a pas de route, on se plaint partout là-bas, mais s'il y a des péages, je ne sais pas que je sois forcément capitaliste ou bien libéral sur le fond, mais ce sont des éléments de développement. On se dit que ce sont des choses qui font entrer l'argent. À vous maintenant peut-être que si de l'argent faire rentre, on votre pourra, carton rouge, Gaël Akpa. Bon, un carton rouge accéléré. Carton rouge, je vais le faire à l'endroit de la jeunesse, de certaines jeunes filles, notamment sur les réseaux sociaux. On a pu remarquer depuis un certain moment sur un réseau social que certaines filles font de l'exhibitionnisme public, de l'exhibitionnisme sexuel. Ça veut dire qu'elles se mettent devant les caméras sous une chanson et puis on voit même des parties intimes d'hommes. C'est aussi cru et violent sur les réseaux sociaux. Il paraît que c'est un challenge. Les jeunes filles ont commencé à s'adonner à cela et ça prospère sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas citer le réseau social, mais ceux qui ont déjà vu le savent déjà. Je fais ce carton rouge-là juste pour interpeller le DG de la police à ce sens-là, parce que c'est vraiment grave. Le DG de la police et la brigade des mœurs, et puis enfin la PLCC, qui est sur les réseaux sociaux, qui est spécialisée dans ce truc-là. Toutes ces jeunes filles qui s'adonnent à cela, vraiment, il faut vite mettre fin à cela, parce qu'on pense à nos enfants. Sur ces réseaux sociaux, quand vous vous connectez, vous ne maîtrisez pas qu'est-ce qui doit venir à vos yeux. Donc, vous pouvez être en train de voir des choses éducatives, des choses intéressantes, et puis un coup, vous tombez sur un truc comme ça. Imaginez-vous un enfant de 16 ans, de 17 ans qui tombe sur ce genre de choses. Et ceux qui font, malheureusement, ce ne sont pas des petites filles, au-delà. Mais c'est grave. Il faut les interpeller. Et puis, deuxième aspect de mon carton rouge, c'est aussi sur les réseaux sociaux. On a pu remarquer que depuis un certain moment, il y a des panels qui existent. Certaines personnes, des administrateurs, créent des panels sur les réseaux sociaux et ça parle politique. Mais je vous assure que ces jours-ci, la violence verbale qui y est, mais non, ce n'est pas possible. La violence verbale, les menaces, d'autres même font des plans de déstabilisation et tout. On entend tout sur ces réseaux sociaux-là. Il faut que l'État regarde dans ce sens-là. Ce n'est pas une question de RHDP, ce n'est pas une question d'opposition. Mais il faut mettre de l'ordre. Parce que la plupart des gens même qui entretiennent ce genre de discours ne sont même pas en Côte d'Ivoire.
Et vous allez les trouver très furax, très violents sur les réseaux sociaux. Et ils ne font que créer la psychose au sein des populations, d'où le fait que même certaines personnes, dès qu'on parle de politique ou on parle d'élection, commencent à avoir peur. Merci. Il faut que les autorités regardent dans ce sens-là. Bien, Sylvain Debay, réaction en 30 secondes sur ce carton rouge. Je pense qu'il y a d'abord un problème d'éducation aux médias et surtout d'éducation aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus un phénomène dont il faut tenir compte dans la gouvernance nouvelle. Et je pense que ces problèmes qui viennent de décrire là ne sont pas tombés comme ça. Ils ne nous surprennent pas parce que depuis longtemps, des spécialistes avaient averti. Maintenant, comment on planifie, comment on gouverne ces réseaux sociaux-là, ça, je pense que c'est le défi pour nos États. Il y a des choses qu'on peut interdire et il y a des moyens techniques de contrôler ces choses-là. Il a parlé d'exhibitionnisme sexuel. Je pense qu'il y a des moyens de contrôler. Ceux qui le font, on peut les retrouver, on peut savoir où ils sont. Et donc, pour une fois, en Côte d'Ivoire, je crois qu'il faut aller vers un peu plus de morale. Ça fait partie de la moralisation de la vie publique. En Chine, vous ne pouvez pas voir ça. Voilà, mais pourquoi pas ici? Merci. Nous allons maintenant faire place à la dernière rubrique de cette émission, le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 4165. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est lié à l'électricité? Ah, le nouveau, comment on appelle, barrage? Méga? Non, pas du tout. Alors, on verra tout à l'heure. Au niveau de l'accès à l'électricité, la poursuite du programme national de l'électrification rurale prôné a permis l'électrification de 4165 localités rurales de 2017 à 2023, faisant passer le nombre de localités électrifiées en Côte d'Ivoire de 3887 en 2017 à 8052 à fin 2023, pour un taux d'accès à l'électricité estimé à environ 97% selon les chiffres du ministère de l'économie, du plan et du développement. Ces chiffres, faut-il rappeler, ce pourcentage, 97% du taux d'accès à l'électricité est différent de celui du taux de couverture qui est de 88,14%. Alors, Sylvain Debay, comment réagissez-vous face à en tout cas, l'électrification de ces zones-là? Nous sommes aujourd'hui à 4165 localités rurales qui ont été électrifiées de 2017 à 2023. Je dirais que c'est heureux parce que, vous savez, l'électricité, c'est quand même un élément fondamental dans le développement. L'électricité est un, qu'on pourrait appeler, facteur multiplicatif du développement. Là où vous avez l'électricité, il y a des activités connexes qui se créent. Donc, 4165 localités de plus, je pense que c'est bon à prendre. Mais il ne faut pas s'arrêter à la beauté de ces chiffres. Il faut y mettre du contenu, il faut parler de toute la gouvernance de l'électricité. Il ne s'agit plus aujourd'hui de compter en termes de nombre de localités électrifiées, mais il faut compter en termes de disponibilité du courant électrique qui est distribué. Il y a des efforts à faire. Oui, il y a beaucoup d'efforts à faire. Je viens de chez moi où, vous voyez, l'électricité n'est pas toujours disponible. Et vous êtes même en pleine veillée et puis on vous coupe l'électricité. Même à Abidjan, c'est même à Abidjan, voilà. il y a des problèmes d'électricité. Pour question des temps, il faut y faire face. Gaël Lakpa, réaction rapidement sur ce chiffre-là. 4165 localités rurales électrifiées entre 2017 et 2024. 2023, fin 2023. Bon, c'est à saluer, comme on le fait souvent, d'honnêteté intellectuelle. Et il faut noter là la volonté politique. Parce que certains auraient été au pouvoir, que ce n'aurait pas été cela. Donc il y a la volonté politique qu'il faut saluer. Il y a les efforts qui sont faits et qui doivent encore être faits. Dans le sens où, comme vous le disiez tout à l'heure, même à Abidjan ici, moi dans mon quartier, ici même, en plein Cocody, les soirs à une certaine heure, toute l'électrification rurale est arrêtée, ça s'éteint, jusqu'à ce que 2-3 jours après, vous voyez que ça revient. C'est des façons d'économiser l'énergie. On a l'impression que l'énergie ne suffit pas. Donc, à ce niveau-là, il faut faire des efforts et puis il faut revoir aussi le coût de l'énergie. Merci Gaël Lakpa. Rendez-vous
très bientôt. Merci à vous, Sylvain Debailly. Merci. Alors, merci à nos invités, Gaël Lacroix et Sylvain Debailly, pour leur contribution et leurs analyses. Le FPI continue d'évoluer dans un climat de tension et de transformation interne, mais la question de l'unité du parti reste cruciale à l'approche des prochaines élections ivoiriennes. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre constante fidélité à notre chaîne et à demain 20h15 pour une nouvelle édition d'Entre deux News. Portez-vous bien, que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Surtout, restez connectés sur Reflet TV. Bonsoir.